Alors Samira, Samira Benturki Saidi, historienne, cinéaste. Première question, 20 ans de recherche, la genèse, comment c'est arrivé? Pourquoi à un moment donné vous vous êtes dit je me lance dans cette aventure? Qu'est-ce qui a fait? Quel déclic? Eh bien, je me demandais pourquoi, étant donné que pour nous, musulmans, les deux derniers messagers à avoir été envoyés à l'humanité sont Jésus, fils de Marie, et Mohammed, comment se fait-il que les Indiens d'Amérique n'aient pas eu accès aux deux derniers messages divins, donc l'Évangile et le Coran? Donc je me suis attelée à la tâche en me disant également que l'Amérique n'a été découverte officiellement qu'en 1492 et que donc, par conséquent, c'était 15 siècles de perdu. Et pour moi, c'était tout à fait inimaginable. Comment se fait-il que les Amérindiens aient été quelque part un peu abandonnés? Ils n'ont pas reçu de message et ils n'ont pas reçu de messagers. En tous les cas, au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas au courant d'un quelconque... Enfin, on a cru que nous n'étions pas au courant en fait, de ce qu'il y a eu comme voyage ou comme révélation. Ces données dont je vais vous parler ne sont disponibles que dans certains livres, certains ouvrages, lus pour la plupart uniquement par des spécialistes en histoire et en archéologie. « 150 ans avant la fameuse découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, qui vivait dans un monastère au sud de l'Espagne, à Palos de la Frontera, vivait un moine franciscain qui a effectué un voyage en 1350 environ, de l'ère donc chrétienne, en compagnie des Arabes du Maghreb vers les îles Caraïbes. Et à la suite de son voyage, il a écrit un livre qui s'appelle El Libro del Descubrimiento, le livre de la découverte, qui se trouve actuellement à la Bibliothèque nationale de Madrid, qu'on ne peut pas consulter, mais dont une copie scannée a été heureusement mise à la disposition des chercheurs sur des sites tels archive.org. Donc les arabo-musulmans étaient présents sur le continent américain dès le 1er siècle de l'Hégire. Cela a été attesté par les découvertes archéologiques qui ont été faites par exemple en Californie et au Nevada. En Californie, le nom de Aïssa ibn Maryam y a été retrouvé écrit en lettres koufiques, c'est-à-dire originaire de Koufa en Irak. Je découvris alors que le nom de Mohammed, paix et bénédiction sur lui, avait été retrouvé gravé sur la pierre dans l'État du Nevada, aux États-Unis. 1492, c'est donc la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. En tout cas, c'est ce que nous apprenons en France, dans les livres d'histoire et puis dans le monde. Mais vous, aujourd'hui, vous démontrez que ce n'est pas Christophe Colomb. Qu'est-ce qui vous a permis, alors on va essayer bien évidemment d'en parler dans les grandes lignes et j'invite vraiment les téléspectateurs à se le procurer et voilà, à le déguster au fur et à mesure du temps. Comment vous en êtes arrivé à cette conclusion? Il faut savoir déjà qu'en 1492, ça n'a pas été la découverte du continent américain, mais la prise de possession de territoires qui étaient alors sous domination arabo-musulmane pour certaines. Certaines tribus indiennes d'Amérique étaient donc de confession musulmane et c'est une information qui nous est donnée par l'ancien ambassadeur des États-Unis à Dubaï, qui s'appelle Robert Dixon Crane. Il a écrit un article en 2004 dans lequel il souligne donc cette appartenance à la communauté musulmane des Indiens Cherokees. Il souligne également le fait que les Indiens étaient emprisonnés lorsqu'ils étaient vus en train de faire la prière à la manière des musulmans. Ils jeûnaient durant le mois de Ramadan et ils ont même instauré dans l'Indiana, donc au nord des États-Unis, sur les terres du grand oncle de l'ambassadeur américain, donc un lieu dans lequel ils pratiquaient le pèlerinage, ou du moins symboliquement ils reprenaient le tawaf sur le continent américain parce qu'ils ne pouvaient pas se déplacer vers la péninsule arabique. J'ai fait ce travail de recherche en me basant principalement sur ce qui avait été fait par des chercheurs américains, entre autres, donc américains, allemands, anglais, espagnols, sud-africains, chinois. Ils n'étaient ni arabes ni musulmans.
Donc ils étaient pour la plupart juifs et chrétiens. Eh bien, lorsque j'étais en train de faire mes recherches sur la navigation et sur la présence arabo-musulmane en Amérique avant Christophe Colomb, je suis tombée sur un certain nombre d'écrits, d'ouvrages par des scientifiques, par des chercheurs américains qui étaient juifs et chrétiens. Et l'un d'eux, par exemple, Cyrus Gordon, qui était spécialiste en archéologie et en linguistique, s'est adressé aux Arabes, aux intellectuels arabes, pour leur dire comment se fait-il que vous ayez oublié le Coran dans vos écrits. Il s'adresse également aux Turcs et il leur dit pourquoi est-ce que vous avez oublié votre histoire, en oubliant même l'écriture avec l'alphabet arabe. Il leur a souligné le fait que depuis 1923, les Turcs n'avaient plus accès à leur patrimoine historique. Il s'est adressé également aux Perses pour leur dire qu'ils avaient oublié leur histoire. Il est tout de même affligeant de voir que ce sont les autres qui sont en train de nous dire que, quelque part, vous avez mis de côté votre histoire, votre héritage. Et donc, comment, par la suite, reprocher aux autres ce que nous-mêmes, nous avons oublié? Comment peut-on reprocher à un occidental d'avoir, à ces trois hommes qui sont allés voir Fouad Seskin pour lui dire oublier quelque part l'histoire de l'apport des arabo-musulmans? Comment pouvez-vous leur en vouloir lorsque vous avez de votre côté des gens qui essaient de tout faire pour que vous abandonniez vos projets qui pourtant ne visent qu'à promouvoir l'histoire de la civilisation arabo-musulmane? Le problème, pour moi, ce ne sont pas les autres, ce sont les nôtres. Je voulais vous demander, Samira, est-ce que votre ouvrage a été remis en question peut-être par des spécialistes ou des historiens, puisque je sais qu'il est très très bien annoté. Voilà. Eh bien, à ce jour, les historiens en fait, ne remettent pas en question mon travail. C'est le grand public qui essaye, une partie en fait, minime heureusement du grand public, qui essaye de se déchaîner contre ce travail en pensant que j'essaie de mettre en avant les Arabes ou les arabo-musulmans de manière subjective. Voilà. Mais les historiens en eux-mêmes ne m'ont pas en tous les cas attaqué. Par contre, il y a une chercheure du CNRS qui a écrit un article sur mon travail et qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, pense que qu'il y a une histoire de complotisme autour de cet ouvrage. Or, pas du tout. Ce sont, comme je l'ai dit au départ, de grands chercheurs de l'université de Harvard, de Californie, du Smithsonian. Ils sont allemands, ils sont polonais, américains, anglais, espagnols. Ils sont vraiment de diverses nationalités et de diverses origines et de diverses confessions surtout. Moi, je pense que peut-être que les résistances que présentent certaines personnes face à vos recherches, c'est peut-être dû au fait que justement cette croyance que Christophe Colomb a découvert l'Amérique est une croyance qui est ancrée en nous en fait dès l'enfance. Ça fait partie de nous, on grandit avec, et donc venir bouleverser un petit peu, comme un tremblement de terre, remettre en question ces croyances, c'est un petit peu embêtant. Par contre, vous avez dit quelque chose qui est très important. Là, vous n'êtes absolument pas dans de la subjectivité. La subjectivité, c'est quelque chose qui est interne, hein, c'est lié à nos affects, à nos émotions. Vous êtes vraiment dans quelque chose d'empirique, donc dans des recherches scientifiques qui sont prouvables, démontrables par A plus B. Donc je pense que vous allez vous faire beaucoup d'ennemis. Donc la question que pourrait se poser le lecteur aujourd'hui, c'est comment se fait-il que nous n'ayons pas eu accès à ces données extrêmement importantes pour le patrimoine historique de l'humanité? Ben, c'est tout à fait simple. Déjà, les arabo-musulmans avaient été chassés d'Espagne lors de la chute, dès la chute de Grenade. Et on ne voulait pas que les gens sachent que les arabo-musulmans étaient de l'autre côté de l'océan Atlantique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les chercheurs américains, entre autres, ont essayé de dévoiler cette information au grand public. Ils ont été menacés par les milieux académiques d'être licenciés et même les robinets financiers fermés si jamais ils dévoilaient la moindre information par rapport à cela. Donc ceux qui ont tout de même forcé ce blocus historique sont de grands universitaires intègres qui sont originaires de l'université de Harvard, du Smithsonian. Ils sont américains, anglais, allemands,
espagnols, chinois, sud-africains, indiens. Ils sont vraiment de différentes origines. Mais en ce qui concerne les Américains, il y avait Cyrus Gordon, qui était un savant, linguiste et spécialiste d'archéologie. Il y avait également Barry Feld de Harvard, qui lui a été à la source de la découverte donc, du nom de Muhammad Nabiullah, écrit en lettres koufiques dans l'état du Nevada. Et un certain nombre d'autres, tels Alexander von Bütow, qui est allemand, et qui a justement consacré le premier chapitre de son livre à cette dictature qui régnait dans le milieu universitaire américain, entre autres. Par ailleurs, en ce qui concerne l'histoire de manière purement, on va dire, théorique, le cinéma hollywoodien, par exemple, a joué un rôle dévastateur dans la destruction de notre histoire, de notre patrimoine historique. Et d'ailleurs, j'ai invité un certain nombre de gouvernements arabo-musulmans à mettre en place une journée mondiale du patrimoine historique arabo-musulman. Pour justement essayer de déterrer notre histoire et de la transmettre aux générations futures. Mais lorsqu'on a cette belle image, vous l'avez à l'écran, alors qu'on a cette photo des Amérindiens portant des turbans, celui du milieu porte un vêtement qui est clairement d'origine maghrébine. Cette photo, elle parle d'elle-même déjà, parce que le turban, effectivement, il est d'origine maghrébine. Eh bien, justement, par rapport à cette image, elle est tirée de la galerie du département américain de la guerre à Washington. Et elle a illustré des ouvrages sur les tribus amérindiennes d'Amérique du Nord. Il y a des textes chinois qui datent de 1178 et de 1225, donc écrits par des Chinois qui prouvent que les arabo-musulmans et les maghrébins en particulier effectuaient des voyages vers l'océan Atlantique en utilisant des bateaux qui étaient 10 fois plus grands que ceux utilisés par Christophe Colomb. Sachant que les caravelles ne sont pas des bateaux construits par des Espagnols ou des Portugais, mais des bateaux construits par des pêcheurs maghrébins. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place, que j'ai mis en place du moins, lors de ces fameuses découvertes. C'est-à-dire que certes, je suis partie à la recherche de prophètes et de messagers sur le continent américain, mais je me suis quand même demandé si il fallait en même temps reprendre différents domaines pour expliquer cette absence des arabo-musulmans de l'histoire. Dernière question, Samira Benturki. Quelque part, le monde arabo-musulman est précurseur déjà de ces travaux, mais déjà est précurseur dans le monde depuis plusieurs siècles, bien avant Christophe Colomb et au-delà. Oui. Et le problème par rapport à ces fameuses découvertes, c'est que dès le départ, il y a eu une déformation des noms, une déformation terminologique des noms des tribus arabes. Donc je parle arabe parce que c'était avant l'islam. On parle de grands navigateurs phéniciens. Il n'existe pas de navigateurs phéniciens. Les Phéniciens ne représentent en fait qu'une couleur qui leur a été donnée par les Grecs pour parler des Arabes cananéens, qui utilisaient donc certaine couleur pour peindre leurs bateaux. Donc, avec le temps, le terme d'arabe cananéen a disparu pour laisser place aux Phéniciens. Et donc, les gens sont persuadés un peu partout dans le monde qu'il y a un peuple phénicien qui n'était ni arabe, ni avait le moindre rapport avec les Cananéens, alors que les Arabes cananéens sont en fait les fameux Phéniciens, les grands navigateurs.
Et vous le dites clairement, les Arabes sont à l'origine de la boussole, de la voile latine qui a permis notamment aux Portugais de naviguer dans l'océan Indien. Vous allez pouvoir vraiment retrouver cet ouvrage, d'ailleurs, hein, qui se consulte, avec lequel vous pouvez voyager à travers le temps et dans le temps, puisque c'est quelque chose vraiment, comme je le disais tout à l'heure, qui se déguste. Merci Samira Benturki Saïdi donc, de nous avoir présenté une nouvelle fois cet ouvrage, L'identité arabo-islamique de peuples et tribus indiennes d'Amérique. Le nom de Jésus, associé à celui de sa mère Marie, que la paix soit sur eux, ont donc été retrouvés sur le continent américain alors que tous croient que ce n'est qu'après 1492 qu'ils le furent. Ce qui confirme mes pensées. Les peuples d'Amérique ne pouvaient tout simplement pas ignorer l'existence de Marie, que la paix soit sur elle, ni celle de son fils Jésus, que la paix soit sur lui, ni celle du sceau des messagers Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Je vous remercie.